Ils ont ri lorsque le jeune noir a pris le micro, mais leurs sourires ont disparu dès qu'il a commencé à réciter la loi mot pour mot. La suite vous laissera sans voix. Les rires commencèrent par une vague sourde dans la salle d'audience, à peine plus qu'un murmure de rire au début, mais il se répandit rapidement comme une étincelle cruelle embrasant du bois sec. Bientôt, ils se transformèrent en une vague qui rebondit contre les murs de marbre, s'élevant et résonnant sous la voûte, jusqu'à donner l'impression que toute la salle se moquait de lui. Tous les regards se tournèrent vers le garçon debout au micro, un adolescent noir de 16 ans tout juste. Sa petite silhouette semblait engloutie par la gravité de la pièce, une salle caverneuse où les lourds bancs en chêne craquaient sous le poids des fonctionnaires, des avocats et des spectateurs qui se tenaient avec une supériorité suffisante. Ses mains tremblaient tandis qu'il agrippait le pupitre métallique, et pendant un instant sa voix vacilla. Un autre éclat de rire, sec et dédaigneux, le transperça comme une lame. Pourtant, au lieu de s'effondrer, il prit une lente inspiration. Ses yeux se levèrent, immobiles désormais, et lorsqu'il ouvrit la bouche, la salle changea. Mot pour mot, sans hésitation, il se mit à réciter la loi même qu'ils avaient déformée pour le condamner. Sa voix, bien que juvénile, portait une cadence qui semblait plus vieille que son âge, comme si chaque phrase était gravée dans ses os. Les mots tombaient avec une précision parfaite, résonnant dans la salle. La première ligne en fit taire quelques-uns. La deuxième serra les mâchoires. À la troisième, les rires s'étranglèrent. Le garçon se tenait là, immobile, quelques instants plus tôt, mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était plus la silhouette nerveuse qui s'était avancée avec hésitation, mais quelqu'un qui semblait plus grand que lui, quelqu'un qui se tenait plus haut que ceux qui le dominaient autrefois. Les sourires narquois des avocats s'évanouirent, le mince sourire du procureur se transformant en une ligne raide. Un stylo claqua dans la main de l'homme, le plastique brisé claquant légèrement contre son bureau tandis que l'encre se répandait sur ses papiers. Le juge se renversa dans son fauteuil à haut dossier, mais la crispation de ses mâchoires trahissait la pression du moment. Chaque phrase du garçon fendit l'air comme une lame, tranchant la fausse autorité qui s'était si soigneusement construite autour de lui. Pendant des années, il l'avait considéré comme ignorant, impuissant, un garçon issu d'un milieu qu'il considérait comme indigne de ce lieu. Il s'attendait à ce qu'il reste assis tranquillement, qu'il trébuche sur les mots, qu'il confirme tous les préjugés qu'il portait déjà. Au lieu de cela, il exerçait la loi même qu'il prétendait détenir, révélant non seulement son intelligence, mais aussi leur arrogance. Les spectateurs s'agitaient, mal à l'aise, sur les bancs en bois. Les journalistes, qui s'étaient préparés à griffonner le récit facile d'un enfant dépassé par les événements, se retrouvèrent à tenir leur stylo en l'air, figés, regardant une histoire se transformer sous leurs yeux. La voix du garçon pesait lourd, non pas par son volume, mais par sa certitude. Chaque inflexion sonnait juste, chaque phrase parfaitement alignée. Il ne se contentait pas de réciter des passages d'un livre, il insufflait la vie à des mots conçus pour protéger les plus vulnérables, des lois enfouies sous des décennies de manipulation. Plus il parlait, plus la pièce semblait basculer, l'équilibre des forces penchant en sa faveur à chaque phrase. Intérieurement, le garçon ressentait la pression de tous les regards braqués sur lui, mais il refusait de vaciller. Il se souvenait des nuits passées, penché sur des livres de bibliothèque trop lourds pour son sac à dos, des heures à mémoriser des lois dans la pénombre parce que personne ne croyait qu'il en aurait un jour besoin. Il se souvenait de la douleur d'entendre dire qu'il n'avait pas sa place dans des endroits comme celui-ci, que sa voix n'aurait jamais d'importance, que la justice n'était pas faite pour les garçons qui lui ressemblaient. Chaque souvenir le brûlait, mais au lieu de l'affaiblir, ils alimentaient le feu de ses yeux. Ce qui jaillissait de ses lèvres, maintenant, n'était pas seulement de la mémorisation. C'étaient des années de souffrance transformées en armes, des années de silence finalement brisées dans une tempête. Les doigts du juge tambourinaient impatiemment sur le banc. Il sentait le changement dans la pièce, l'érosion d'une autorité qu'il croyait intouchable. Les paroles du garçon n'étaient pas les hésitations d'un enfant, mais la précision minutieuse de quelqu'un qui les avait étudiées plus en profondeur que quiconque ici ne l'aurait jamais imaginé. Pourtant, sous le silence pesant, la tension couvait comme un ressort prêt à se rompre. Les officiels échangèrent des regards, des murmures commencèrent à s'élever dans la galerie, et bien que personne n'osât plus rire, la moquerie flottait lourdement dans l'air, se transformant désormais en malaise. Pourtant, le garçon avançait, le regard fixe, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme. Sa voix ne tremblait plus. Elle portait en elle quelque chose de plus profond que le défi, une détermination inébranlable.
Il ne s'agissait pas de les impressionner, ni de prouver son intelligence, mais de survivre. Chaque phrase était une déclaration de son refus de se laisser écraser sous le poids des mensonges. Ce n'était pas seulement la loi qu'il récitait, mais une vérité gravée dans son propre combat, une vérité qui révélait la cruauté creuse de ceux qui l'avaient sous-estimé. L'espace d'un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter dans la pièce. Le cliquetis des stylos cessa, le froissement des papiers cessa, même le faible bourdonnement des plafonniers semblait lointain. Seule restait sa voix résonnant contre les murs. C'était comme si le marbre, le chêne, les pierres mêmes du palais de justice étaient devenus les canaux de ses paroles, amplifiant leur poids. Lorsqu'il terminait une section et entamait une autre sans difficulté, même le juge n'osait l'interrompre. Il voyait le procureur remuer, mal à l'aise, les jointures du juge blanchir sous le marteau, la sueur perler aux tempes de l'officier assis à côté. Chaque réaction lui disait qu'il avait frappé là où ça faisait mal, là où leur armure d'arrogance se léchait pour révéler la peur. Cela n'était pas censé arriver. Un garçon comme lui était censé rester silencieux, trop inculte pour remarquer les abus de la loi, trop impuissant pour s'exprimer, même s'il le faisait. Et pourtant, il était là, démantelant leurs illusions, phrase après phrase. Bien que le rire se soit éteint depuis longtemps, son souvenir flottait encore dans l'air, rappel amer de la rapidité avec laquelle la cruauté avait éclaté dès qu'il s'était avancé. Mais il avait disparu, remplacé par quelque chose de plus brutal. Le respect des uns, la peur des autres et l'attention de tous. Les yeux du garçon brûlaient d'un feu qui indiquait clairement qu'il n'en avait pas fini. Le silence qui régnait dans la pièce n'était pas encore une victoire, ce n'était que le calme avant la tempête. Et même si le son de sa voix s'était estompé pour l'instant, tous les présents savaient que ce n'était que le début. La bataille ne faisait que commencer. Alors que les mots du garçon résonnaient dans la salle stupéfaite, sa voix rebondissant sur le marbre poli tel un battement de tambour provocateur, quelque chose de plus profond s'éveilla en lui. Des images, des sons et des souvenirs qui surgissaient spontanément, submergeant son esprit du poids de tout ce qui l'avait amené ici. La salle d'audience elle-même sembla se brouiller un instant, tandis que ses pensées remontaient, loin des grandes salles de justice, à une salle de classe exiguë où sa vie avait déraillé. Il se souvenait du claquement soudain d'une porte, de l'aboiement sec d'un ordre d'officier, et de la poigne brutale des mains sur ses épaules lorsqu'on l'avait tiré de son bureau sous les yeux effrayés de ses camarades. L'accusation était simple et cruelle, il correspondait à la description. Cette description ne contenait aucun détail, aucune preuve, seulement sa peau, seulement son existence. Ses professeurs ne répondaient pas. Ses amis restaient figés. Depuis ce jour, il n'avait pas été marqué par la culpabilité, mais par le pouvoir des autres de transformer la vérité en chaîne. Le regard du garçon parcourut la salle d'audience, se posant sur les visages des officiers assis en uniformes impeccables, leurs insignes brillant sous la lumière crue comme des boucliers contre toute responsabilité. Mais dans son esprit, il les voyait encore debout dans son quartier à minuit, menaçant tels des prédateurs, murmurant la promesse qui ne leur échapperait jamais. Il se souvenait de sa mère serrant des papiers, les mains tremblantes, les yeux rouges et gonflés par les nuits blanches passées à supplier quelqu'un, n'importe qui, pour défendre son fils. Les avocats qu'elle avait contactés avaient secoué la tête, marmonnant des histoires de liens politiques et l'inutilité de combattre des hommes qui avaient des amis haut placés. Chaque porte fermée l'avait plongé dans un désespoir plus profond, et chaque conversation chuchotée que le garçon entendait la nuit confirmait ce qu'il savait déjà. Ce n'était pas de la justice. C'était une exécution mise en scène pour ressembler à la loi. Il entendait encore le son de ses sanglots étouffés dans la pièce voisine, sa supplication silencieuse pour qu'il n'abandonne pas, alors même que le système s'efforçait sans relâche de les écraser. Debout devant le micro, récitant ligne après ligne la loi avec une précision irréprochable, il ressentait le poids de ses souvenirs dans chaque mot. Le tribunal aurait pu croire à une performance magistrale, un tour de passe-passe répété pour impressionner. Mais pour lui, c'était une question de survie. Il avait consacré des années de sa vie à apprendre ses lois par cœur, en suivant chaque clause et chaque échappatoire comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Il avait épluché des livres usés de la bibliothèque, veillé à la lueur des bougies lors des coupures de courant, et rempli des pages de notes jusqu'à en avoir les doigts couverts d'ampoules. Chaque mot qu'il prononçait n'était pas simplement mémorisé, il était vécu, gravé en lui par la nécessité. On lui avait construit une cage de règles et de paperasses, mais il avait étudié chaque barre, chaque verrou, jusqu'à savoir exactement où il pouvait être brisé. Plus il parlait,
plus les masques tombaient des visages de ceux qui l'entouraient. Le procureur, qui avait affiché un sourire narquois et confiant au début, s'agitait maintenant, mal à l'aise, la mâchoire crispée comme s'il ravalait des jurons. Les policiers échangèrent des regards, leur arrogance se fondant dans le malaise. Même le juge, revêtu d'autorité depuis son imposant banc, se pencha en avant comme pour scruter le garçon à la recherche de fissures, de faux pas, de tout ce qui pourrait briser l'instant. Mais aucun faux pas ne survint. Chaque passage était prononcé avec une clarté qui ne laissait planer aucun doute, une force qui transperçait la fragile armure de leurs mensonges. À chaque phrase, le garçon ne se contentait pas de dire la loi. Il dévoilait la corruption du système, démantelant la cage qu'ils avaient mis des années à construire. Au-delà des murs du tribunal, le réseau de corruption s'étendait aussi large et épais qu'une toile d'araignée. Le garçon en avait eu des aperçus toute sa vie, mais rarement d'aussi près. Il se souvenait des politiciens serrant la main des officiers qui l'avaient piégé, des photos parsemées dans les journaux célébrant des alliances qui cachaient la vérité. Il se souvenait des affiches de campagne des juges financés par l'argent des entreprises, de la façon dont sa communauté parlait à voix basse d'affaires qui s'évanouissaient dans le silence une fois les bonnes personnes payées. Chaque recoin du système était truqué, et le garçon le savait. Ce qui le glaçait maintenant, ce n'était pas la présence de ces hommes dans la salle, mais la conscience qu'au-delà de ces murs, leur influence s'étendait à tous les niveaux du pouvoir. La salle d'audience n'était qu'un champ de bataille, mais la guerre était bien plus vaste. Pourtant, tandis qu'il se tenait là, la voix inébranlable, il y avait quelque chose que les puissants n'avaient pas anticipé. Ils avaient sous-estimé la force de la mémoire, la persistance de la vérité et la détermination d'un garçon qui avait passé sa vie à se préparer pour ce jour précis. Il n'improvisait pas, il ne trébuchait pas sur le génie. Il exécutait un plan qu'il portait en lui depuis des années. Chaque loi qu'il récitait était une lame aiguisée en secret. Chaque faille désignait une arme cachée à la vue de tous. Il s'était préparé à ce moment non pas par la richesse ou les relations, mais par une détermination qui s'était renforcée sous l'oppression. La salle d'audience ne pouvait voir les nuits d'isolement, les mois de silence, la façon dont il avait porté seul son fardeau tandis que le monde lui tournait le dos. Mais ils en ressentaient désormais le résultat, qui leur martelait la poitrine à chaque mot qu'il prononçait. L'atmosphère s'épaissit, comme si l'air lui-même reculait sous le poids de sa défiance. Des murmures s'élevèrent dans la galerie, des murmures nerveux ondulants comme de fines vagues dans le silence que ses paroles avaient sculpté. Le garçon ne faiblit pas. Son regard balaya la pièce, captant la lueur d'inconfort dans les yeux qu'il avait autrefois regardés avec dérision. Pour la première fois, ils semblèrent le reconnaître non pas comme un enfant, mais comme une force qu'on ne pouvait ignorer. Et puis vint le coup sec du marteau. Le juge, la voix teintée de frustration, aboya pour le silence, comme si augmenter le volume pouvait effacer les dégâts déjà causés. Le son résonna dans la salle, une tentative de rétablir l'ordre, de reconquérir une autorité qui lui filait entre les doigts. Mais alors même que l'écho du marteau s'éteignait, un autre son se fit entendre, le léger bruit de pas lourds provenant du fond de la salle. Les têtes se tournèrent instinctivement vers le fond, où une silhouette s'attardait dans l'ombre. Le garçon la sentit avant de la voir pleinement, la présence de quelqu'un de puissant, quelqu'un qui n'appartenait pas au public ordinaire. L'énergie dans la salle changea de nouveau, l'attention s'accumulant comme une tempête se préparant à l'horizon. Qui que ce soit, son arrivée signifiait que la donne était en train de changer. Le garçon tint bon, imperturbable au micro, tandis que l'ombre avançait lentement. La suite allait choquer tout le monde. Les portes s'ouvrirent en grinçant, et en un instant, le silence fragile de la salle d'audience se transforma en un silence vivant. Toutes les têtes se tournèrent lorsque la grande silhouette entra, sa présence tranchant la pièce comme une lame. Il se déplaçait avec un calme délibéré, son manteau effleurant ses genoux, son regard perçant comme l'acier et impassible scrutant la pièce. Le cœur du garçon fit un bond en le voyant. Il connaissait cet homme, non pas comme un étranger, non pas comme un fonctionnaire anonyme errant dans ce spectacle, mais comme quelqu'un de son passé, quelqu'un qui avait un jour placé entre ses mains tremblantes le genre de vérité que l'on tuerait pour enterrer. Des années auparavant, alors que le monde semblait sans espoir et que toute issue était barricadée, cet enquêteur fédéral l'avait rencontré dans l'ombre d'une bibliothèque oubliée et lui avait remis des documents, des piles de dossiers si dangereuses qu'elles semblaient incendiaires. Ils contenaient des traces de corruption si explosives qu'elles pouvaient renverser les piliers même du pouvoir qui se dressait désormais devant lui avec suffisance. Le garçon n'avait jamais oublié cette nuit-là.
Il avait caché ses documents comme si sa vie en dépendait, car à bien des égards, c'était le cas. Certaines nuits, il était resté éveillé, effrayé par le bruit des bottes sur le trottoir, terrifié à l'idée qu'elle défonce la porte et détruise son monde à la recherche de ce qu'il transportait. Alors, il avait fait la seule chose possible, il avait mémorisé chaque ligne. Page après page, numéro après numéro, chaque détail gravé dans son esprit jusqu'à ce que même le feu ne puisse l'effacer. Il les avait étudiés en silence, les avait répétés à voix basse, s'assurant que si jamais les documents étaient confisqués, la vérité vivrait encore en lui. Et maintenant, sous les lumières vives et impitoyables de la salle d'audience, sous les yeux du monde entier, il savait que le moment était venu. Lentement, d'un geste délibéré qui exigeait l'attention, le garçon fouilla dans sa poche. L'espace d'un instant, la pièce sembla se pencher vers lui, incertaine de ce qu'il allait révéler. Puis sa main émergea, serrant contre lui un objet petit, métallique et sans prétention. Il la leva bien au-dessus de sa tête, et le reflet de la lumière à sa surface raconta toute l'histoire. Une clé USB. La salle d'audience haleta, le son aigu et collectif, comme si l'air avait été frappé. Ce n'était pas un simple geste, c'était une déclaration. Ce qu'il portait n'était pas un témoignage, pas seulement un souvenir, mais des preuves tangibles. Des virements bancaires qui traçaient les pots de vin comme des traces de sang sur des comptes secrets. Des enregistrements captés à voix basse où des fonctionnaires avouaient leurs crimes. Des courriels divulgués contenant des noms, des dates et des accords qui éliminaient tout semblant de justice. Chaque mot, chaque dossier désignait les mêmes personnes. Le procureur dont le sourire narquois s'était estompé, le juge qui serrait maintenant son marteau comme une bouée de sauvetage, et les policiers assis, raides, leur arrogance autrefois détendue se transformant en panique. Le regard de l'enquêteur croisa celui du garçon, et dans cet échange silencieux, tout se confirma. Un simple hochement de tête, presque imperceptible, le scella. Les preuves étaient réelles, et le garçon n'était pas seul. Ce hochement de tête portait le poids d'années de secret, d'un plan atteignant enfin son paroxysme. La poitrine du garçon se gonfla, sa voix cessa de trembler, mais s'éleva avec une force incontrôlable. Chaque phrase qu'il prononçait portait désormais plus qu'un souvenir, elle portait une preuve. La preuve que la corruption n'était ni une rumeur ni une spéculation, mais un fait avéré. La preuve que chaque sourire narquois, chaque insulte, chaque tentative de le réduire au silence était ancrée dans la peur d'être démasqué. Sa voix devint plus forte, plus ferme, résonnant dans la salle comme le son d'une cloche. Les mots, appuyés par des preuves, semblaient imparables, une marée déferlant sur les murs censés les contenir. La réaction fut immédiate. Les murmures jaillirent comme une traînée de poudre, se propageant sur les bancs, se propageant dans la galerie jusqu'à devenir un grondement de murmures. Les spectateurs se penchèrent en avant, les yeux écarquillés, leurs visages oscillant entre incrédulité et admiration. Le visage du procureur pâlit, des gouttes de sueur perlant à la racine de ses cheveux. Les lèvres du juge se retroussèrent, son autorité soudain fragilisée, ses tentatives de contrôle s'effritant à chaque seconde qui passait. L'un des officiers serra les mâchoires, les poings serrés contre la table comme s'il risquait d'écraser le bois sous ses mains. L'empire qu'ils avaient bâti sur le mensonge commençait à se fissurer, et le bruit de sa rupture était presque audible, une pression emplissant l'air qui pressait les murs de la salle d'audience. Le garçon le sentait aussi. Pour la première fois, la peur qu'il avait hantée pendant des années était remplacée par autre chose, le pouvoir. Non pas celui qui accompagnait les titres ou l'argent, mais le pouvoir brut et indéniable de la vérité. Ces mots, aiguisés par la mémoire et renforcés par les preuves, devinrent des marteaux contre les fondements de la corruption. À chaque condamnation, leurs murs s'affaiblissaient, leur empire tremblant sous le poids d'une justice longtemps refusée. Il n'était plus le garçon arraché de honte à sa classe, ni l'enfant sur lequel sa mère pleurait de désespoir. Il était la voix qu'il ne pouvait faire taire, la preuve qu'il ne pouvait effacer. Le juge, la main tremblante, leva son marteau bien haut, cherchant désespérément à reprendre le contrôle. Sa voix réclamait le silence, mais elle se brisa sous la pression, sonnant moins comme un ordre que comme de la panique. Il frappa le banc avec son marteau, le craquement résonnant dans la salle, mais les mots ne s'arrêtèrent pas. La voix du garçon ne fit que s'amplifier, surplombant les demandes d'ordre creuses. Le son du marteau ressemblait au dernier cri d'une tour qui s'écroule, fût-il face au poids de ce qui venait d'être déchaîné. La vérité du garçon emplissait chaque recoin de la salle, impossible à contenir, indéniable pour tous les présents. Et puis,
Alors que la tension atteignait son paroxysme, un autre bruit retentit. Le tonnerre lourd et reconnaissable entre mille des pas résonnant dans le couloir, au-delà des portes du tribunal. Ils devinrent plus forts, plus proches, porteurs d'une autorité qu'aucun marteau ne pouvait égaler. Les murmures s'éteignirent instantanément, remplacés par un silence plus profond qu'auparavant, comme si la salle entière retenait son souffle. Les regards se tournèrent à nouveau vers l'entrée, attendant, s'efforçant de voir quelle nouvelle force arrivait. Il n'était plus seul, et ce qui franchirait ses portes allait tout changer. La salle d'audience, quelques instants plus tôt remplie de rires moqueurs et de murmures d'incrédulité, fut bouleversée par le fracas soudain des portes qui s'ouvraient. Tous les regards se tournèrent vers le bruit tandis qu'un flot d'agents fédéraux en costume noir s'engouffrait à l'intérieur, leurs badges brillant comme des lames sous les lumières fluorescentes crues. L'air, lourd d'arrogance il y a un souffle à peine, se transforma en une atmosphère âpre et électrique. Des chaises raclèrent, des voix s'éteignirent, et les railleries qui avaient parcouru la salle se dispersèrent dans un silence stupéfait. Les agents n'hésitèrent pas, ne demandèrent pas la permission et ne prêtèrent aucune attention aux bouches béantes des spectateurs. Ils se déplaçaient avec la précision d'une tempête déjà planifiée, déjà décidée, comme si ce moment avait été planifié bien avant que le garçon ne prenne le micro. La voix de l'enquêteur principal transperça la salle comme un marteau contre une vitre. Ce n'était pas fort pour le volume, mais fort parce que la vérité avait un poids qu'aucun mur de mensonge ne pouvait retenir. Un par un, les noms furent appelés, les accusations lues, et les hommes qui avaient ricané et se sont affalés dans leur siège se retrouvèrent face à la dure réalité des menottes. Le marteau qui avait autrefois réduit le garçon au silence gisait, désormais inutile sur le banc tandis que deux agents saisissaient le juge. Sa robe, autrefois symbole d'une autorité intouchable, fut arrachée de ses épaules avec l'indignité d'un rideau qu'on baisse à la fin d'une prestation ratée. Les protestations de l'homme craquèrent dans sa gorge, ses mots trébuchèrent, ses yeux errant comme s'il cherchait une issue qui n'existait plus. De l'autre côté de la salle, le procureur serrait sa serviette comme un bouclier, mais, désespéré, il tâtonna. Des papiers se répandirent, voletant sur le sol de la salle d'audience, et parmi eux s'entrechoquaient des enveloppes pleines d'argent liquide. La salle halta tandis que la vérité gisait éparpillée à leurs pieds, non plus des murmures dans les couloirs, mais des preuves bien visibles. Les journalistes bondirent en avant, leurs appareils photo crachant comme des éclairs, capturant chaque mouvement frénétique, chaque main tremblante. Le spectacle devint une frénésie, les puissants pris dans l'éclat de la révélation, leur chute immortalisée par des images qui allaient bien au-delà de ces quatre murs. Le garçon, qui tremblait devant le micro quelques instants plus tôt, ne bougea pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, ses jointures blanchissant le bord du podium en bois. Il s'était attendu à une résistance, à un rejet, voire à une punition pour avoir osé élever la voix. Mais il ne s'attendait pas à cela, la justice se déployant en temps réel, déchirant la façade de pouvoir qu'il avait étouffée. Il sentait le poids de tous les regards désormais braqués sur lui, non pas par le ridicule, mais par quelque chose de complètement différent, quelque chose qui lui pressait la peau comme la chaleur d'un incendie naissant. Le respect, la justification, le renversement d'une marée longtemps niée. Les agents traînèrent les hommes corrompus dehors, les poignets liés, la bouche encore exprimant des dénégations à demi-voix auxquelles personne ne croyait plus. Chaque appel à la clémence, chaque excuse bredouillée se dissolvait dans le bruit des bottes sur le sol de marbre et le cliquetis des chaînes. C'était la musique d'un empire déchu, un empire bâti sur le mensonge qui s'effondrait devant ceux-là même qu'il avait autrefois réduit au silence. Pour la première fois, l'équilibre de la salle d'audience pencha vers la vérité, non pas parce que les puissants le permettaient, mais parce qu'un jeune homme refusait de se taire. Les spectateurs, qui s'étaient moqués de lui, restèrent figés, la gorge serrée par l'incrédulité. Le rire résonna de nouveau, mais il était différent. Il résonna dans la salle par éclats étouffés et incrédules, non pas à cause de lui, mais à cause de la vue d'hommes puissants trébuchant sur leur propre arrogance tandis qu'on les traînait dans l'allée. C'était le rire du soulagement, de l'ironie, d'un système bouleversé, du puissant s'écroulant lourdement devant le garçon qu'ils avaient considéré comme un rien. Il ne se joignit pas à leur rire. Son corps était immobile, son visage impassible, ses yeux rivés sur le chaos qui se déroulait autour de lui. Lentement, il reposa le microphone sur son pied, le son du métal résonnant faiblement tandis qu'il glissait en place. Sa voix, calme et assurée malgré la tempête, résonna dans la salle sans amplification. Voilà ce qui arrive quand on sous-estime la vérité.
Le silence qui suivit fut bref, à peine plus d'un battement de cœur, avant de se briser en un ébranlement qui fit trembler la salle jusqu'aux fondations. Des applaudissements fusèrent, tonitruants et déchaînés, s'élevant des derniers rangs et se propageant jusqu'à ce que même les plus sceptiques se retrouvent emportés par leur force. Les journalistes criaient des questions par-dessus le brouhaha, les caméras braquées sur lui, et des inconnus qui l'avaient autrefois raillé le regardaient maintenant comme s'il avait à lui seul changé le cours du monde. Mais il ne souriait pas. Il ne leva pas les mains en signe de victoire, ni ne savoura leurs acclamations. Ses épaules restaient fermes, ses yeux fixes, sa présence calme et posée. Il savait que ce moment n'était pas une question de triomphe ou de gloire, mais de quelque chose de plus grand, de plus lourd. Il s'agissait de prouver que même une seule voix, armée de rien d'autre que la vérité et le courage, pouvait faire tomber des murs construits par le mensonge. Et tandis que l'écho des applaudissements emplissait la salle, le garçon resta immobile, portant le poids de ce qui avait été fait et de ce que cela signifiait. La justice n'était pas venue des puissants, elle était venue de celui qu'ils avaient tenté de réduire au silence. Et alors que l'histoire se terminait sur ce moment, la question demeurait, aiguë et inébranlable, suspendue dans l'air comme un défi lancé à tous les spectateurs. Si un seul garçon peut abattre des géants avec rien d'autre que la vérité et le courage, quelle excuse avons-nous tous? Ne vous contentez pas de regarder. Partagez cette histoire, laissez vos commentaires et assurez-vous que le monde n'oublie jamais. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes des préjugés raciaux, de la sous-estimation de l'intelligence et du pouvoir du savoir face au manque de respect. Ce récit vise à souligner l'importance de la dignité et à inspirer une appréciation plus profonde de l'intelligence discrète qui peut défier les attentes.